Les fonds souverains génèrent beaucoup de fantasmes. Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi est-ce qu'un fonds souverain ressemble de l'intérieur, notamment ceux qui suscitent le plus d'inquiétudes au Moyen-Orient et en Chine? Quel genre de professionnels travaillent pour ces sociétés? Donc les fonds souverains ont en fait des formes juridiques extrêmement variées. Et donc c'est un des points qu'il faut vraiment retenir concernant cette catégorie d'investisseurs, c'est que sous un même vocable, il y a en fait beaucoup de réalités différentes. Donc y compris sur la façon dont ils sont organisés. Donc vous avez des entreprises de droit public, vous avez des entreprises de droit privé qui sont un petit peu comparables à des sociétés de gestion avec un conseil d'administration, un président, des comités d'études. Et puis vous avez aussi des émanations en fait du ministère des Finances ou de la Banque centrale, donc un ensemble d'actifs mais qui n'est pas distinct juridiquement du gouvernement. Mais quel genre de professionnels? Qui travaille? Quel profil? Alors, vous avez, je dirais, deux types de profils. Vous avez des politiques, parce que ce sont quand même des fonds souverains, donc contrôlés par l'État. Donc, généralement, il y a des représentants du gouvernement qui peuvent être la totalité du board ou la majorité. Et puis, vous avez des financiers. Mais tous les fonds n'ont pas énormément de moyens humains. Il y en a qui en ont beaucoup, comme les fonds de Singapour, par exemple. D'autres fonds ont simplement recours à des gestionnaires externes. Donc, ils sous-traitent quelque part à des gestionnaires occidentaux qui appliquent les méthodes occidentales, qui connaissent bien les instruments, les marchés occidentaux. Voilà, donc ils font des appels d'offres et à ce moment-là, les dirigeants du fonds sont chargés de la sélection des gérants et de la stratégie, l'allocation d'actifs dans ces grandes lignes. Est-ce qu'il y a des gestionnaires occidentaux au sein même des fonds souverains? Alors, il y a des fonds souverains, donc ceux qui, justement, essayent de développer leurs compétences en interne, qui recrutent ce genre de profil pour les internaliser. Voilà, donc vous avez vraiment les deux types, soit ceux qui les internalisent, soit ceux qui externalisent la gestion. D'accord. Alors un fonds souverain, ça sert à gérer les excédents budgétaires ou commerciaux, mais il est difficile de ne pas voir parfois des visées politiques. Est-ce qu'on a des exemples d'investissements de fonds souverains pour lesquels il est transparent qu'il y a des visées stratégiques? Écoutez, j'ai beaucoup étudié les faits dans mon ouvrage pour savoir justement ce qu'il en était, parce que pour moi c'était la question essentielle, savoir est-ce qu'il fallait encourager ces investisseurs ou est-ce qu'il fallait les craindre, parce qu'ils sont souverains, ils sont contrôlés par leur gouvernement et ils peuvent en théorie au moins être utilisés comme des instruments politiques. Je dirais pas que la réponse est simple, mais les faits jusqu'à présent témoignent ils suivent plutôt une gestion de portefeuille avec donc des placements diversifiés, que ce soit en obligations, en actions, en private equity, en immobilier, sans aucune volonté de géopolitique, de prise de contrôle. Vous avez néanmoins des fonds qui poursuivent des intentions plus politiques, mais pas forcément répréhensibles. Par exemple, vous avez de nombreux fonds du Moyen-Orient qui cherchent à développer leur région en infrastructure, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation. Donc, ils créent des partenariats avec la Sorbonne, avec tel grand hôpital du Japon ou des États-Unis, avec Suez Environnement, avec GDF, pour développer des gazoducs, pour développer les systèmes d'appurement des eaux, les systèmes de traitement des déchets, tous les besoins de l'économie locale. Donc, quelque part, ça remplit bien des besoins géopolitiques. Il y a une notion de diversification de l'économie de leur région. Ça n'est pas pour autant que ça doit susciter la crainte. Alors, il y a toutefois un secteur plus sensible qui est celui de l'énergie. Il est clair que le contrôle, l'approvisionnement, en tout cas en matières premières, est essentiel, notamment pour des pays qui se développent considérablement comme la Chine. Et donc, on voit beaucoup d'investisseurs publics, notamment essentiellement des entreprises publiques qui sont distinctes des fonds souverains, qui investissent massivement dans le secteur des matières premières, dans le monde entier, en particulier en Afrique, en Amérique latine ou en Australie, où il y a par exemple l'affaire Chinalco Rio Tinto qui a fait beaucoup parler, qui continue à faire beaucoup parler d'elle. Moins les fonds souverains parce que ce ne sont pas des entreprises opérationnelles, donc ils n'ont pas a priori de visée stratégique, mais on peut se demander si les fonds souverains n'aident pas au financement des entreprises publiques qui, elles, ensuite ont les compétences opérationnelles pour atteindre des objectifs stratégiques.
Et lorsqu'un fonds souverain investit dans une entreprise, comment est-ce perçu par le management de l'entreprise ? Écoutez, ça va vous surprendre, mais très souvent, c'est le management qui est allé chercher les fonds souverains. Alors évidemment, la crise y est pour beaucoup. Ça a commencé principalement lors de la crise des subprimes. Donc fin 2007, ces acteurs sont apparus sur la scène internationale. Ils existaient depuis longtemps, mais ils n'avaient pas été mis en lumière. Ils ont investi massivement dans le secteur bancaire pour aider les banques en difficulté du fait de la crise des subprimes. Mais il faut savoir que c'était les managers de ces banques qui étaient allés faire des roadshows dans tout le Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est pour attirer les capitaux. Parce que les fonds souverains, ils apportent des fonds propres, quasi permanents. Ce sont donc des investisseurs stables qui peuvent se permettre d'investir à contre-courant. Et en plus, ce sont des investisseurs relativement passifs, donc le management garde les coups des franches s'il le souhaite. Alors, ils sont quand même très puissants, et parfois de plusieurs centaines de milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des problèmes sur les marchés ? Est-ce que lorsqu'ils investissent ou désinvestissent, est-ce qu'ils ne créent pas une volatilité supérieure à la normale ? Oui, on pourrait le craindre, effectivement, de par leur puissance financière, ils ont en théorie la capacité d'avoir une influence sur les prix, sur les taux, sur la volatilité des marchés. Cela exigerait toutefois qu'ils aient des comportements coordonnés et synchronisés. C'est vrai que si tout d'un coup 3000 milliards de dollars sortaient d'un actif pour s'investir dans l'autre, bon, ça aurait nécessairement des répercussions. Mais ils n'ont pas du tout de comportement aligné, ils sont tout à fait indépendants les uns des autres, ils poursuivent des politiques tout à fait différenciées, et donc je pense qu'on peut en parler, mais le risque n'est pas réel. En quoi est-ce que la crise change la donne ? Est-ce que ça n'ouvre pas un boulevard pour les fonds souverains qui veulent prendre le contrôle d'entreprises ? Oui, comme je vous le disais, ils ont investi massivement dans le secteur financier au moment de la crise des subprimes, mais quand la crise s'est muée en crise économique et planétaire, on peut remarquer qu'ils n'ont pas investi, ils ne sont pas venus au secours des entreprises occidentales, ils n'ont donc pas profité des bas prix pour prendre le contrôle de nos fleurons et de nos champions nationaux, comme on aurait pu le craindre de manière légitime. Je pense que ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ils n'ont pas nécessairement ce genre de visée-là. Deuxièmement, ils ont eux-mêmes été affectés par la crise, puisque la crise a contaminé aussi les pays émergents. Donc, leurs États leur ont demandé en fait de se recentrer sur leur région d'origine, de faire face aux difficultés locales, avant de venir au secours des entreprises de pays tiers. Alors, il y a un fonds souverain en France. Comment est-ce qu'il se place dans le paysage des fonds souverains ? Alors effectivement, on peut dire que c'est un fonds souverain parce que premièrement, c'est un fonds d'investissement. Deuxièmement, il est souverain parce qu'il est sous le contrôle de l'État et du Parlement à travers la Caisse des dépôts. Ceci étant, la France n'a pas d'excédents budgétaires ou commerciaux. Elle est en déficit comme chacun sait. Et les fonds souverains ont également la particularité de gérer des devises issues donc des exportations, ce qui n'est pas du tout le cas du fonds souverain français. Donc ce fonds stratégique d'investissement, en fait, n'est pas un fonds souverain. Il a un horizon, il partage un horizon de long terme comme les fonds souverains au sens classique du terme, mais c'est à peu près le seul dénominateur commun, d'autant qu'il investit, pour le moment en tout cas, dans des entreprises françaises, alors que les fonds souverains investissent en général à l'étranger. Il est intéressant de signaler que le fonds stratégique d'investissement a noué un partenariat avec un fonds du Golfe, le fonds Mubadala, un fonds souverain, lui, et je pense que ça va contribuer à augmenter les possibilités d'intervention de notre fonds français. Merci beaucoup.